Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 29e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Rebecca. Bienvenue Rebecca. Bonjour. Bonjour. On est ravis de t'avoir puisque tu es l'incarnation parfaite que on a de temps en temps des lecteurs de la Gazette ou des auditeurs, auditrices qui nous envoient des super idées, des idées tellement géniales qu'on se dit mais en fait la meilleure personne pour traiter ces sujets, ce sont nos lectrices et nos auditrices. Donc tu nous as en fait envoyé un très beau papier sur la géopolitique du monde magique et on s'est dit mais ce serait un super sujet pour Aspic, ça. Donc on t'a proposé de venir en parler un peu plus avec nous et tu as accepté, donc merci pour ça. Merci à vous. Et donc voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de géopolitique. Donc c'est un sujet très très large, donc on va détailler un peu qu'est-ce qu'on entend par là déjà et quels aspects de la géopolitique on va traiter. Mais déjà, peut-être que tu peux te présenter, de nous dire déjà ta maison à Poudlard, déjà, première chose. Et puis peut-être comment ça se fait que tu sois aussi calée en géopolitique. Alors, je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans et je suis serre d'aigle. Yes. Même si c'est une maison que j'aime pas tant que ça, je trouve c'est pas la plus intéressante en fait. J'ai l'impression que les caractéristiques des serres d'aigle se retrouvent dans les autres maisons, donc en fait non pas. C'est un peu dommage. Mais est-ce que c'est pas vrai de toutes les maisons? Oui, c'est vrai. Si, peut-être. Et on vous renvoie à nos fameux épisodes, notre quatuor d'épisodes de Salut les sorciers consacré aux 4 maisons, petite auto-promo. Mais voilà, mais je suis une pure serre d'aigle en tant que... le fait que je sois juriste va très bien ensemble, je trouve. Donc tu as une formation juridique, donc c'est ça ? C'est ça, j'ai fait du droit et là je suis à l'école d'avocat et normalement je prêterai serment à l'automne, si tout se passe bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà. Et comment t'es venue cette idée de sujet sur la géopolitique du monde magique ? C'est il y a longtemps. En fait, je crois que la première fois que je me suis posé cette question, c'était après le Brexit, en fait. Je me suis demandé, quand le Brexit a été voté, en 2016, je me suis dit, mais ça y est, les sorciers dans Harry Potter ne sont plus citoyens européens. Est-ce que ça va changer quelque chose pour eux ? Et en 2017, après, donc pas si longtemps après, il y a eu toute l'affaire avec la Catalogne, où la Catalogne a déclaré son indépendance, et pareil, je me suis demandé, est-ce que les sorciers britanniques soutiendraient l'indépendance de la Catalogne ? Et c'est là que c'est venu, et c'est un peu resté dans mon esprit, et un jour j'ai voulu quand même, bien longtemps après, enfin le mettre à l'écrit, et j'ai commencé à écrire sur comment marcheraient les frontières dans Harry Potter, sachant que la magie existe. Franchement, c'est un sujet qui m'a semblé passionnant. Ouais. Et donc effectivement, la géopolitique, c'est un gros mot qui peut couvrir plein de choses, faire peur peut-être, oui, je sais pas, mais en tout cas qui peut couvrir plein de choses. Donc peut-être pour préciser un peu qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on va entendre par là dans cet épisode. Donc t'as mentionné justement l'idée de frontière. Je pense que c'est quelque chose, territoire, frontière, pays, nation, tout ça. Ça peut être des choses qui sont des sujets qu'on peut explorer avec la géopolitique. Puis du coup, ce qui va avec, les relations internationales, au sens large, ça peut être ce qui est accord, conflit, influence, plein de choses comme ça. J'ai bon ou oui, c'est ça. D'autres choses, c'est ça. Géopolitique, c'est comment la politique varie en fonction des frontières, enfin, de la géographie et donc des frontières, mais pas que. Tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, comment les sorciers réagissent aux conflits internationaux, gèrent la mondialisation, les trafics d'humains, de marchandises, etc. Ouais, ce serait des choses intéressantes, ça. Oui. J'ai quand même l'intuition que dans la saga Harry Potter, on va voir, on a quand même des choses, mais comme on est du point de vue d'un ado, c'est des sujets qui, je pense, le dépasseraient un peu trop. On a quand même peut-être moins de
c'est peut-être pas quelque chose qui est aussi évident que ça, mais il y a quand même de la matière pour le traiter. Mais par contre, je pense qu'avec les animaux fantastiques, on a quand même, Oui. on rentre en plein dedans, quoi. Bon, on a déjà forcément des sorciers qui voyagent, donc voilà. C'est ça. Et puis c'est quand même des thématiques, importantes. Et du coup là, on enregistre donc le troisième volet, Les Secrets de Dumbledore n'est pas sorti, mais sans doute que, enfin voilà, il sort dans pas si longtemps, dans moins de 2 mois, et donc sans doute que quand on aura ce nouveau film, on aura peut-être encore plein d'autres éléments sur la géopolitique du monde magique. On pourra faire un deuxième épisode sur le sujet, parce que c'est un sujet assez important qui se dessine sur ce film. C'est vrai. Oui. Pour ajouter quelque chose, d'un côté, c'est vrai qu'on parle pas du tout, on parle très peu de géopolitique parce qu'on a des personnages qui sont ados dans la saga Harry Potter, mais on a quand même Hermione qui, dans le troisième livre, fait quand même du droit, puisqu'elle cherche la responsabilité de Buck après l'attaque de Drago Malfoy, par exemple. Là, c'est vraiment la responsabilité du fait des animaux. Ouais, le droit, c'est clair que c'est hyper présent. Bah, d'ailleurs, on a déjà un épisode entier sur le passionnant livre Le droit dans Harry Potter. On en parlait même dans le dernier épisode qu'on a enregistré, qui est sorti sur la Harry Potter conférence, avec des choses qui parlaient aussi de, justement, une conférence qui devrait d'ailleurs t'intéresser particulièrement en tant que juriste, puisque ça parle de l'absence d'avocats dans le monde magique. Ce qui m'avait beaucoup choquée. Enfin, en grandissant, j'ai toujours trouvé ça extrêmement étrange. Qu'on ne voit jamais d'avocat. Même pour Harry, qui est quand même mineur dans le 5e et qui est jugé sans avocat. Ouais. Donc c'est quand même voilà, on voit qu'en tout cas à ce niveau-là, le droit c'est particulier dans le monde magique. Donc on va essayer de voir à l'échelle internationale ce que ça donne, ouais. Mais on va peut-être commencer, je sais pas, Alix, par justement une première incursion de la communauté internationale magique dans les livres. Oui, comme on dit, on est dans Harry Potter, on a le point de vue d'un adolescent, donc la première institution qu'on rencontre, c'est une école, c'est Poudlard, qui est une école du coup pour les sorciers britanniques. Même si on sait que techniquement il n'y a pas d'obligation d'aller à Poudlard, et que a priori des élèves pourraient venir d'ailleurs pour étudier à Poudlard, mais ça reste majoritairement une école britannique. Mais évidemment, ce n'est pas la seule école magique, puisqu'on rencontre très vite les écoles de Beauxbatons et de Durmstrang à partir de la Coupe de Feu. Et puis on a eu, de manière beaucoup plus anecdotique, via Pottermore, etc., les mentions des autres écoles, enfin de certaines autres écoles de magie à travers le monde. Et donc déjà on peut déjà deviner une certaine dynamique institutionnelle à ce niveau-là, où notamment avec le tournoi des 3 sorciers, où on a une volonté de collaborer au niveau international, enfin en tout cas européen, puisque c'est un tournoi entre trois grandes écoles européennes, mais qui reste une initiative isolée, et qui quand c'est réinstauré dans la Coupe de Feu, c'est pas le tournoi, c'est la première fois qu'il se produit depuis plusieurs centaines d'années, et on sent quand même tout au long du tome qu'il y a une ambiance très particulière, mais c'est toujours un peu cette notion de méfiance, c'est je pense qu'un des tomes où on voit le plus vraiment la xénophobie, où on parle de la peur des étrangers, des sorciers, quand on parle des élèves de Durmstrang, donc ça montre quand même une dynamique assez particulière. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Rebecca, cette dynamique qui se dessine entre les écoles de magie? On ne sait pas pourquoi c'est ces 3 écoles-là en particulier, en fait. Il y a forcément d'autres écoles en Europe. Et on ne sait pas pourquoi l'école espagnole, l'école allemande, néerlandaise, italienne ne sont pas du tout mentionnées, en fait. Pourquoi elles ne participent pas aussi à ce tournoi? Ouais, on sait pas. C'est vrai qu'il y a cette question-là de... Poudlard, c'est assez facile. On dit c'est la grande école de magie britannique.
Et du coup, quand on découvre, on se dit, bon, bah, tous les pays doivent avoir une école comme le Royaume-Uni à Poudlard. Et en fait, on découvre avec, particulièrement Durmstrang, mais ça, on va en reparler. Et Beauxbatons, on a l'impression que c'est l'école française. Et puis après, on se rend compte, enfin, dans Pottermore, on se rend compte que c'est un peu plus que la France. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu, c'est comme si c'était les 3 meilleurs. J'imagine que c'est ces 3-là, parce qu'elles sont réputées comme étant les 3 meilleures, peut-être, hein, Oui, c'est un peu comme ça que c'est présenté, et en tout cas, enfin, après, je pense qu'il y a la manière dont c'est présenté dans les livres, et puis après, la manière dont c'était présenté rétrospectivement sur Pottermore. D'un côté, voilà, c'est les 3 plus grandes écoles, les 3 plus connues, etc. Hein, et anciennes. Les plus puissantes, oui. Et après, enfin, sur Pottermore, c'est vraiment, enfin, t'as vraiment les 11 grandes écoles. Après, il y a quand même un peu cette idée qu'il peut y avoir des écoles ultra locales ou quoi, mais que ça va pas être considéré comme une grande école de magie s'ils sont 3 élèves à faire cours dans une grange, quoi. Ouais, mais ça fait un peu bizarre, sachant que autant on pourrait dire bon l'Empire russe, l'Empire britannique, l'Empire français, mais il y a quand même eu l'Empire austro-hongrois, il y a eu l'Empire germanique. Donc forcément, il y a dû avoir des écoles qui ont une histoire pour ces pays-là. Ouais. Et Durmstrang, c'est un peu, parce que bon, Grindelwald, on sait pas d'où il vient, mais on a quand même l'impression, enfin, il y a quand même un sous-texte où on peut penser qu'il est allemand ou autrichien, enfin, et germanophone en tout cas. Ouais, c'est ça. Et donc, et il était à Durmstrang, donc on sait pas trop quelle est à quelle époque? C'était c'était après la Seconde Guerre mondiale? Ah non, c'était avant. Ah oui, c'était avant. Ouais. Oui, donc il n'était pas en Allemagne de l'Est. Non, pas encore. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une question. Ouais. Mais pour revenir sur la question que tu avais, Alix, ce point de vue là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce point de vue britannique pour le coup, et c'est ça où j'ai l'impression où autant Durmstrang et Beauxbatons, on va voir, c'est des écoles qui nous sont présentées comme étant plus larges, beaucoup plus grandes aussi, et Poudlard, ça passe comme étant presque le bastion britannique sur leur île face au reste de l'Europe, quoi. Et donc justement, tu parlais du Brexit, mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a ce côté. C'est une petite école finalement par rapport aux autres. Et donc ouais, c'est vrai que ça donne un peu cette ça incarne ce qu'on a dans le monde moldu, quoi. C'est un peu les Britanniques face au reste isolés du reste de l'Europe, quoi. Enfin, qui s'isolent un peu tout seuls aussi. Mais ouais, je sais pas si en tout cas, ça donne un peu cette impression-là, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même, on n'a pas beaucoup d'infos sur le reste du monde, mais ce qu'on voit assez vite, c'est que la population sorcière, c'est vraiment, enfin, quelques centaines de milliers d'individus, et donc ça peut aussi expliquer pourquoi il n'y a pas 50 000 écoles, enfin que c'est pas. Ouais. Donc du coup, par rapport aux écoles européennes, pour moi il y a un peu ça, c'est que est-ce qu'il y aurait assez de sorciers d'une classe d'âge pour avoir un grand château avec des centaines d'élèves dans un petit pays d'Europe, je sais pas. Sans aller jusqu'à Monaco, pour le coup, il faut quand même ne serait-ce qu'une langue commune. On peut pas accueillir des élèves de plusieurs pays en même temps. Surtout. Mais c'est pourtant ce qui est, enfin, comme ça qu'est présenté du coup Pottermore a posteriori, Beauxbatons sur Pottermore a posteriori. Ouais. Bah, peut-être, du coup, on va revenir sur Durmstrang juste après, parce que justement, il y a quand même quelque chose de particulier avec Durmstrang, historiquement aussi, en parallèle avec l'histoire européenne. Mais du coup, Beauxbatons, il y a quand même cette question. Bon, quand on les rencontre, on a l'impression que c'est une école française, hein, enfin, clairement. Et on découvre sur Pottermore que, non, il y a quand même beaucoup plus que la France qui est accueillie à Beauxbatons, et bon, d'autres nations francophones, hein, la Belgique, le Luxembourg, je sais plus qui sont d'autres sont cités. Bah après c'est en francophone, c'est vraiment la Belgique et Luxembourg, parce qu'après c'est l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Ouais, et du coup là on se dit
Est-ce que c'est Comment l'Empire ça marche? français Oui, est-ce que l'Empire français, ou est-ce qu'ils ont mis... Bah oui, mais quel empire alors? Parce que du coup, hein, la grande question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi ils sont, on est je dis on en tant que Français magique évidemment, on est dans la même école enfin, avec les Espagnols et pas les Italiens par exemple, puisque est-ce que les Italiens du coup ils auraient leur école ou alors ils auraient une école plus méditerranéenne avec d'autres nations méditerranéennes peut-être, mais historiquement c'est vrai qu'entre l'Italie et la France ça peut être curieux que c'est pas une école commune. Est-ce que, comme pour Durmstrang, il y aurait des sections internationales, par exemple? Parce que ça m'est venu à l'esprit il y a quelques jours, mais Malfoy, il dit il aurait dû aller à Durmstrang. Donc, bah, techniquement, ça veut dire qu'il parle anglais à Durmstrang, puisqu'ils étaient capables de l'accueillir. Donc, est-ce qu'il y aurait des sections internationales, comme dans les lycées internationaux, dans chaque école, en fait? Bah, En tout cas, il y en a pas à Poudlard, a priori. Je pense qu'il y a toujours un peu ce côté TGCM où on pourrait très bien imaginer une pirouette du style oui, mais bon, ils ont des sorts qui leur permettent de se comprendre, et en même temps on voit que c'est pas vraiment le cas, puisque justement à la Coupe du Monde de Quidditch, quand Ludo Verpet et surtout le Fudge, il essaye de discuter avec le premier ministre bulgare, et il essaye de se faire comprendre et il y arrive pas, et donc s'il y avait un sort, on peut supposer que il serait capable de le jeter, mais ils ont pas d'interprète. Ils ont pas leur interprète respectif. Bah sans doute, ils en avaient peut-être un, mais après là sur le moment c'est pas décrit dans mon souvenir. Après, ils se rendent compte plus tard que finalement le Premier ministre il parle anglais, mais il s'est bien amusé à voir Fudge essayer d'articuler les trucs. Mais par exemple, les Dolov, qui ont l'air d'être une famille d'Europe de l'Est, type russe, sont quand même implantés en Angleterre, et bien implantés. Donc il y a quand même eu à un moment des étrangers qui sont venus s'installer en Angleterre et qui ont suivi des cours à Poudlard. Oui. Bah ça, je pense que ça, c'est des flux de migration qui doivent exister dans le monde magique comme dans le monde moldu. Mais c'est vrai qu'au niveau des institutions et du coup des langues qu'il y a dans les institutions, moi du coup, Beauxbatons, ça me fait, spontanément, pas spontanément, en réfléchissant, je me suis dit peut-être que ça fait référence à un passé, où l'Europe, où le français était la langue culturelle de l'Europe et était parlé un peu partout comme vraiment langue de référence pour la culture et pour le monde intellectuel. Et du coup, peut-être que Beauxbatons s'est créé à ce moment-là, ou en tout cas dans ce cadre-là, et que du coup, la communauté magique d'Europe de l'Ouest aurait gardé cette référence-là du français, et que du coup on part du principe que tous les jeunes sorciers espagnols, portugais et néerlandais apprennent le français parce que ils savent dès le primaire. Ouais, dès le primaire. Et dans leur famille pour se dire parce que l'école d'élite pour nous c'est Beauxbatons et il faut qu'on parle français. Ça peut être c'est fort. Ça serait possible pour ça me semble aussi probable. Moi j'avais pensé à ça un peu comme le français, la langue de référence à l'ONU, une des langues à l'ONU, c'était dans l'Union européenne, c'est ça aussi, dans les institutions européennes. Et je pense que ça peut être ça, mais je pense que c'est ce point de vue on peut pas oublier que J.K. Rowling écrit de son point de vue britannique, donc avec un rapport à l'anglais forcément impérialiste, mais du coup qui a quand même étudié en France et qui a étudié le français. Donc pour elle, je pense elle a été au Portugal, mais du coup elle a cette vision. En plus, c'est assez marrant, du coup. Elle a vécu au Portugal, elle a étudié en France, et l'école, du coup, européenne continentale, elle rassemble, du coup, le Portugal et la France sous la même école. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que c'est lié aussi à elle, sa vision, et peut-être qu'elle a beaucoup moins de liens affectifs ou personnels avec l'Italie, et du coup, elle a laissé l'Italie de côté. Mais ouais, non, c'est intéressant de... Les pauvres Italiens, quand même. On aurait aimé les avoir, quand même, à Beauxbatons. Ben, peut-être que, j'ai tendance à me dire que peut-être qu'il y a une école vraiment très ancienne, italienne,
C'était Ah. une école vraiment antique en Italie et qui du coup aurait ce poids qui aurait pas réussi à être détrôné par Beaubaton et l'impérialisme français sur le reste de l'Europe et qui aurait toujours cette petite école hyper particulière, peut-être pas, je sais pas, élitiste, mais en tout cas qui reproduirait vraiment un modèle antique, tu vois, et qui serait en Italie, je sais pas. Voilà, ça, c'est la fanfiction. Dans le vieux Rome, c'est vrai, avec dans une école un peu dans le vieux Rome, ce serait sympa. Mais il faut reconnaître quand même que J.K. Rowling a été gentille avec nous, c'est qu'elle a mis des Français qui parlaient bien anglais. Ce qui est quand même assez fou. Avec un accent, mais qui avec un accent, parle. Mais on parle quand même. On fait l'effort, on apprend très tôt l'anglais vers Harry Potter. C'est pas mal. Pas très réaliste, mais pas mal. Là, c'est ça. Bon, par contre, on n'est pas tous bleus aux yeux bleus, mais... Ce qui n'est pas le cas inversement, parce que au Royaume-Uni moldu, les enfants apprennent le français à l'école. C'est la première langue qu'ils apprennent, au même titre que nous, c'est la première langue qu'on apprend, c'est l'anglais. Et par contre, il n'y a pas du tout cette notion d'apprentissage des langues et d'ouverture culturelle à Poudlard. Ouais. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire qu'ils doivent, s'ils apprennent une langue, ce serait soit ce serait avec des tuteurs dans les familles les plus riches, soit ils apprennent à partir de 18 ans, et dans ce cas, ils galèrent un peu. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'il y a forcément des diplomates, des traducteurs, des interprètes dans le monde sorcier. Et puis, même après, sans en faire leur métier, ça paraît, nécessaire. Bah oui. Et voilà, si on suppose que voilà, le tournoi de sorcier se déroule une nouvelle fois et que cette fois-ci ils doivent ça se fait à Beaubaton, et ben il faut bien qu'ils puissent pendant l'année suivre. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même ça c'est un peu en sous-texte, on part du principe que on parle anglais partout et que parce que ça existe quand même dans la mentalité anglo-saxonne au sens large de on se débrouille avec l'anglais partout, quoi. C'est donc vrai. peut-être que ça existe aussi chez les sorciers. C'est quand même paresseux de leur part, quand même. Et surtout que pourquoi ils se diraient ça, les sorciers britanniques, sachant que ils sont pas américanisés, il y a pas forcément un impérialisme américain vraiment qui s'est imposé parmi les sorciers. Non, mais il y a je pense vraiment l'héritage pour le coup de l'impérialisme britannique, qui est encore plus fort parce que c'est une supposition pour le coup, voilà, mais par exemple les jumelles Patil qui ont un nom à consonance indienne, il y a une part importante de la population au Royaume-Uni qui est originaire d'Inde ou du Bangladesh, qui sont des anciennes colonies britanniques. Pour moi, c'est aussi le reflet de cette diversité-là dans le monde magique. Pour moi, ça montre qu'il y a un lien entre l'impérialisme sorcier et l'impérialisme moldu. Ouais, le monde magique se serait étendu de la même manière que le monde moldu s'est étendu. Oui, et puis Ilvermorny aux États-Unis s'est fondé sur le modèle de Poudlard par une Irlandaise. Donc c'est le... Il y a eu une migration. La migration moldue a été suivie par une migration sorcière. Alors ouais, ils disent même que c'est venu avant. Mais bon, ça c'est un texte un peu controversé de Rowling, mais c'est Mais ce à quoi je suis en train de penser, c'est que, le code du secret magique dont on reparlera tout à l'heure, mais donc c'est 1692. Donc à cette époque-là, il y avait déjà la colonisation avait déjà commencé. Donc au moment où les Moldus colonisaient le monde, les sorciers étaient avec eux. Mm-hmm. C'est plus la décolonisation qui s'est pas passée de la même manière, puisque là la communauté sorcière était cachée. Ouais. Donc on peut supposer qu'elle s'est passée de manière différente, mais donc on peut supposer un parallèle à ce niveau-là. Ouais, mais on va revenir, je pense, sur ces parallèles-là, mais on a dit qu'on reviendrait sur Durmstrang parce que Durmstrang, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, et justement dans ton texte que tu nous avais envoyé, Rebecca, tu faisais tout un parallèle avec, forcément, on pense à l'ex-bloc de l'Est. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes réflexions par rapport à ça? Durmstrang, en fait, on sait pas du tout où ça se situe, on dit juste que c'est au nord de l'Europe. Et l'histoire se déroule en 94, le tome 4 se déroule en 94, donc on est quand même juste après la chute du bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin.
À ce moment-là, la Bulgarie est n'est pas encore complètement un État droit, en fait. Le passage entre la dictature soviétique et la démocratie, ça a pris vraiment des années. Donc, forcément, Viktor Krum a dû être impacté, en fait, à cette période-là, pendant son enfance, par ce changement de régime. Donc, on se demande que ferait un Bulgare, en fait, dans une école au nord de l'Europe, on ne sait pas très bien où c'est. Et comme la Bulgarie, pendant son enfance, était sous le joug en fait, de l'Union soviétique, je me suis dit, pour moi, Durmstrang est une école de l'Union soviétique, en fait. Ce serait une école du bloc de l'Est, et elle accueillerait des élèves des différentes démocraties en fait, populaires. Elle aurait le même zone enfin, pas d'influence, mais de juridiction, je sais pas si on dit comme ça, mais... Ouais. Et voilà, et donc on se dirait, il est russophone en fait, Viktor Krum. En fait, il est bulgare, c'est ça, on nous dit quand même, il a la nationalité bulgare, mais qu'est-ce que ça a changé dans sa vie la chute du mur et la chute du rideau de fer, en fait, juste après. Il y a eu quand même un éclatement de l'Europe en 91, il y a eu une redéfinition des frontières. Et même du coup plus largement sur Durmstrang, parce que c'est vrai que tout à l'heure on mentionnait le fait que Grindelwald donc était germanophone, donc étudiant à Durmstrang, et qui a d'ailleurs laissé une certaine influence à Durmstrang, puisqu'il y a toujours dans Viktor Krum justement qui mentionne la marque des reliques de la mort qui est associée du coup symbole de Grindelwald qui est encore gravé à Durmstrang. Enfin il y a quand même son histoire et sa présence à l'école est encore quelque chose qui laisse des traces des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Et du coup oui, ça pose des questions au niveau de politiquement, comment entre du coup Grindelwald, il était étudiant à la fin des années 1800 à peu près, parce qu'il a après le même âge que Dumbledore. Mm-hmm. Donc historiquement, entre fin du 19e et fin du 20e siècle, c'est politiquement ça a énormément évolué. Donc, oui, passé par pas mal de ouais, c'est ça. C'est intéressant de voir que il y a on a toute cette et d'ailleurs du coup c'est une période qu'on explore un peu dans les Animaux Fantastiques et qu'on aimerait bien voir plus. Oui, mais on change de pays à chaque fois, donc en fait on n'a pas le temps de voir vraiment la culture locale. Ouais, et puis du coup, dans les animaux, c'est ça qui est assez... On a un grand écart quand même entre les Animaux Fantastiques et... au niveau de la référence qu'il peut y avoir derrière Durmstrang entre effectivement ce qui se passe pendant les Animaux Fantastiques avec Grindelwald et ce qui se passe dans le monde moldu à l'époque de Krum. Voilà, entre clairement Grindelwald qu'on met en parallèle avec le nazisme et du coup l'URSS et le régime soviétique. C'est alors tout est si on parle par exemple de l'Allemagne de l'Est, tout est contenu dans un même territoire. Mais c'est c'est vrai que pour la Bulgarie, c'est des périodes qui sont très très différentes et qui ont vu des influences différentes et des prises dans des mais à mon avis là je pense c'est un peu la manière dont est abordé Durmstrang, c'est un peu, je pense, du coup, vraiment plus symptomatique d'un regard très ouest que peut avoir Rowling sur cet est, avec des références historiques qu'elle connaît. Je veux dire, je pense que sa référence à la Seconde Guerre mondiale, elles sont trop évidentes et trop claires pour que ce soit quelque chose qu'elle a fait en l'air. Par contre, on la voit peut-être moins cette référence à l'ex-URSS alors qu'elle est là, je pense, dans Durmstrang avec Karkaroff, avec... Surtout, elle est pas si lointaine, on est quand même que 5 ans après la chute du mur, en fait. Et même si on se décale par rapport à l'âge de Rowling et au moment où elle écrit, pareil, je veux dire, c'est quelqu'un qui était une jeune adulte au moment de la chute de l'URSS. Tu peux pas ne pas être...
marqué par ta vision, et puis la guerre froide, d'avoir grandi pendant la guerre froide, du coup d'avoir cette arrière-pensée quand tu présentes des gens qui viennent de l'Est. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, vraiment, quand on regarde la période d'écriture de Harry Potter, le début des années 90, justement, ça coïncide vraiment avec le moment où ces événements étaient réellement en train de se passer, donc ils étaient, documentés à la télévision, dans les journaux, à la radio, donc c'est pas quelque chose à côté duquel on pouvait passer, je pense. Voilà, comme aujourd'hui on parlait du Brexit tout à l'heure, on peut pas ne pas savoir que ça arrive, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, je pense que c'était un peu le même type de rapport à un événement qui est littéralement en train de se passer. Ouais. Et du coup, tu parlais dans ton texte, et je sais pas si tu veux revenir dessus, mais j'avais trouvé assez intéressante que pour faire vraiment ce parallèle entre Durmstrang et ce qu'a pu peut-être devenir Durmstrang, particulièrement pendant la période soviétique, tu parles peut-être d'une école vitrine, du coup d'une espèce d'école d'élite. Je sais pas si tu voulais revenir là-dessus, sur cette idée qu'il pourrait y avoir derrière Durmstrang. Oui, je voulais juste rajouter que l'esthétique du film, du 4e film, La Coupe de Feu, quand on voit l'esthétique de Durmstrang avec les vêtements, on a vraiment l'impression que c'est des Russes, en fait. Ils sont vraiment... Autant les Français sont pas du tout habillés comme des Français. Enfin, ils ont juste des robes bleues. Mais, et même, ils sont pas du tout des têtes spécialement de Français. Enfin, ça pourrait être des Suédois, les actrices qui ont été prises pour jouer les élèves de Beauxbatons. Mais les garçons qui jouent les élèves de Durmstrang, on a vraiment l'impression qu'ils sortent de Sibérie. C'est vrai. Donc... Puis du coup, c'est vrai que ça joue un peu sur cette image de l'homme fort, soviétique, c'est ça aussi. C'est ça, la culture du corps. C'est ce que je m'étais dit aussi, c'est qu'on a un peu un culte de la virilité. On a l'impression dans Durmstrang c'est la loi du plus fort, il faut être un homme. Ce qui se retrouve un peu dans la culture russe traditionnelle. Et donc l'idée de l'école vitrine, c'est que pendant évidemment la guerre froide, il y avait le modèle, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui s'affrontaient, en termes d'image également, ça s'est traduit avec la course aux étoiles, le fait d'envoyer des gens dans l'espace, etc. Et on a un peu l'impression que Durmstrang se vante d'être vraiment la meilleure école, on fait de la magie offensive, nous on sait maîtriser les arts noirs, on a vraiment l'impression que c'est une école qui se vend vraiment. Et un peu comme, est-ce que ce serait un héritage de cette époque où il fallait être les meilleurs face au bloc de l'Ouest. Après, je pense qu'il y a un élément aussi à garder en tête, c'est que Harry Potter, de manière générale, a été écrit sur base de beaucoup de clichés, et donc que justement, en fait, je pense qu'il y a plein, que ce soit sur les personnages, sur les relations, et je pense que justement cette représentation est un cliché justement de cette vision de l'Europe de l'Est. Oui, bien sûr. J'avais lu un thread très intéressant d'une fan de Harry Potter bulgare qui expliquait notamment que les noms des personnages bulgares d'Harry Potter n'avaient pas beaucoup de sens, et notamment que Krum devrait techniquement s'appeler Krumov parce que les noms bulgares ont tous des suffixes. En tout cas, c'est ce que elle, en tant que personne bulgare, disait. Et donc que c'était, qu'il y avait quand même question de représentation et d'exactitude culturelle d'Harry Potter qui était pas justement le résultat d'une vision de la part d'une autrice qui est occidentale, britannique, qui ne connaît pas forcément très bien cette culture, qui va écrire sur base de clichés, et donc un peu comme Shawshank, en fait. C'était un peu c'est ça. Et donc ce sont des indications qu'il faut aussi lire avec cette grille de lecture qui est celle d'un cliché et d'une autrice qui a une vision forcément occidentale et biaisée de tout ça. Mais c'est vrai qu'au-delà, là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais voir Durmstrang à travers ce prisme soviétique, ça fait quand même sens. Bien sûr, mais je pense que c'était important de
de rajouter cette grille de lecture, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un amalgame, un amalgame dans le sens mélange aussi historique, parce que, comme on dit, Armstrong est beaucoup plus ancien que l'Union soviétique. Elle existe depuis plus longtemps que l'Union soviétique, et donc du coup, il y a peut-être moins de raisons que la culture de base de Armstrong soit aussi sombre, avec, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de l'aura française, voilà, à la cour russe au 19e siècle ou au 18e siècle, et ben voilà, il y aurait pu avoir des liens entre Beaubaton et Armstrong à certaines époques, et alors que là c'est construit dans le lore du monde magique comme étant vraiment deux trucs opposés, quoi, alors que c'est pas historiquement, culturellement, il pouvait y avoir des choses qui étaient pas si éloignées que ça, mais bon, ça marche mieux, effectivement, au-delà des clichés, de parler d'archétypes un peu, voilà, ça marche mieux d'avoir ces archétypes-là. Ça parle aussi, ça parle, à l'autrice, évidemment, parce qu'elle a grandi dans pendant la guerre froide aussi, et puis au lecteur, mine de rien, nous, on n'a pas connu, mais on est quand même encore imprégné de ça. Enfin, je sais pas, le rapport à la Russie, il reste quand même encore aujourd'hui imprégné de ces idées de bloc, même si ça s'est complètement explosé, quoi. Mais je voulais juste, ça m'est venu pendant que tu parlais, c'est les familles royales anglaises, allemandes et russes étaient de la même famille. Les familles royales anglaises, françaises, et russes et allemandes. Enfin, c'était vraiment la même famille à la base. Est-ce que ça serait lié, fait qu'il y ait un peu cette amitié entre les écoles françaises, puisque on sait que la famille royale britannique avait été vraiment cousine avec la famille russe du tsar. Donc à la base, c'était une histoire c'était un tournoi entre cousins, et en fait c'était une cousinade. Peut-être, c'est pas... Et un jour, ils étaient juste pas d'accord sur qui aurait la dernière part de gâteau. Donc, ils se sont dit baston, et ça a créé le tournoi des 3 sorciers. Pour le coup, ça serait pas impossible, hein. Que ça finisse... Et voilà, je pense qu'on a pas mal parlé, là, du coup, de ce qu'on... des écoles magiques et de ce qu'on peut en déduire sur les rapports internationaux et puis les zones d'influence culturelle, etc. Mais voilà, comme on parlait de frontières... Enfin voilà, la géopolitique, c'est possible pour parler de frontières, parce que là, les frontières sont floues, hein, avec Armstrong, avec Beaubaton. Mais justement, c'était un truc que j'avais envie de dire aussi sur les écoles, c'est que non seulement on sait pas forcément, très bien où elles se situent, mais justement, la raison pour laquelle on sait pas où elles se situent, c'est parce que elles cherchent volontairement à se cacher. Voilà, Poudlard, on sait que c'est en Écosse. Mais logiquement voilà, il y a Préolard, mais c'est un peu derrière le Loch, 3e montagne, on sait pas trop où. Beaubaton, c'est dans les Pyrénées. Armstrong, c'est dans le Grand Nord. Mais voilà, les sorciers eux-mêmes, ils savent pas où elles sont. C'est pas juste on se cache des moldus parce que il faut pas que les moldus nous voient. C'est il faut aussi que les autres sorciers ne puissent pas nous localiser avec les sorts d'incartabilité, etc. Parce que il faut protéger nos secrets. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient avec Karkaroff, Dumbledore, etc. C'est vraiment un protectionnisme très fort de chaque école vis-à-vis des autres sorciers et des autres nations. En cas de guerre, par exemple ? Est-ce que ce serait protéger les lieux d'éducation en cas de guerre ? Ouais, ou vraiment, je sais pas, une crainte de voler un héritage, quelque chose, des pratiques qui sont controversées, je sais pas. C'est vrai que c'est intéressant que moi les écoles ne sont pas du tout dans les capitales. Pas du tout. Non. Oui. C'est complètement excentré dans la nature. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que spontanément, je me serais dit, c'est plutôt pour se protéger des moldus, le fait que voilà, on éduque les enfants à la magie, donc c'est un petit peu bruyant et pas très discret, donc vaut mieux se mettre dans des endroits reculés. Mais effectivement, le fait qu'ils se cachent de leurs semblables sorciers, c'est là on retrouve un peu cette
comme tu dis, j'allais dire arrogance, mais c'est pas vraiment arrogance, c'est plutôt fierté culturelle qui est contenue dans l'école plus que dans le pouvoir politique central finalement. L'école, elle est plus, c'est plus l'institution école qui est la vitrine de ce qui fait la culture britannique, de ce qui fait sorcière, de ce qui fait la culture européenne occidentale, etc. Donc c'est... Oui, il y a vraiment, enfin, après, voilà, donc, parce qu'il y a aussi le côté, école unique, mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment, enfin, je dirais qu'il y a un peu ce côté, enfin, de parler de Poudlard comme on parlerait de, je sais pas, de Harvard, quoi, mais vraiment ce côté, enfin, sauf que, Harvard, c'est super élitiste et c'est, tout le monde n'y va pas, mais du coup t'as l'impression qu'aller à Poudlard c'est un peu comme aller à Harvard, c'est le truc qui va te former pour être le plus grand sorcier du monde et qui fera de toi quelqu'un de merveilleux et d'éduqué et voilà. Ouais, non, carrément. Bon, quelque part, c'est une bonne chose aussi de se dire que tous les sorciers ont le droit à une éducation incroyable et extrêmement exigeante, qu'il n'y ait pas de discrimination à ce niveau-là. Mais c'est encore un autre... C'est ambivalent. C'est d'un côté on dit c'est bien, mais d'un autre côté j'allais dire totalitaire, mais oui, ça veut dire que tout le monde sort du même moule, quoi. Oui, par exemple à Durmstrang, il y aurait un risque d'endoctrinement, par exemple. Mais il y a un risque dans toutes les écoles, hein. Parce que Poudlard aussi, d'une certaine manière, même si sous Dumbledore, ça va. C'est dangereux, mais ça va. mais voilà, Poudlard n'est pas du tout à l'abri d'un directeur, qui imposerait une politique d'éducation, plus problématique. Donc, Oui, c'est on a fait tout un épisode sur l'éducation à Poudlard qui était très bien Merci. Il était très long. C'est notre panel de profs qu'on avait sous la main. Ouais. Mais du coup, on voulait peut-être un peu plus revenir sur la politique internationale, je crois que c'est ça que tu voulais. Et puis peut-être sur du coup ces idées de frontières et notamment j'ai bien aimé dans ton texte justement tu partais du principe que quand même, la frontière, c'est difficile à faire respecter dans le monde magique, vu les transports magiques, notamment le transplanage. Comment on fait pour contrôler le passage à la frontière quand on peut juste se téléporter? Donc je sais pas quelle était ta réflexion là-dessus par rapport à ça. En France, dans le monde, on a des frontières chez les Moldus, mais c'est vrai que on sait pas comment fonctionnent les frontières dans le monde magique, puisque de toute façon, oui, comme tu l'as dit, on peut se téléporter. À partir du moment où tu peux te téléporter, si moi je veux me téléporter là demain en Allemagne, comment on pourra pas m'arrêter en fait. Mais après, il y a quand même cette notion de, enfin, plus tu peux, il y a quand même une notion de distance dans le transplanage. Oui, alors c'est vrai. Tu peux pas par exemple, enfin, il me semble que c'était quand Newt il va aux États-Unis en bateau parce que transplaner de l'autre côté de l'Atlantique, ce serait extrêmement dangereux. Puis même pour aller de l'Angleterre à la France, il prend un porte loin. Oui. Non, mais c'est pour le coup, ça semble évident que tu vas pas transplaner à l'autre bout du monde, ne serait-ce que vraiment c'est très dangereux. Mais enfin, si tu te mets à zone frontalière. Voilà, si tu te mets en zone frontalière, tu te mets à 1 kilomètre de la frontière, c'est la partie, tu transplanes de 3 kilomètres, c'est bon. Mais après, je trouve que, enfin, tu vois, quand on a, on sait justement que Poudlard, t'as un sortilège anti-transplanage, que tu as des sortilèges comme ça, de protection qui empêchent d'entrer et sortir d'une zone, et donc est-ce que on peut imaginer qu'autour des frontières d'un pays, justement en fait tu as un sortilège, une protection anti-transplanage qui t'empêche de franchir la frontière. Oui, je pense, pour le coup, je pense que oui, il y aurait ça, mais comment ça marche pour les citoyens, par exemple, les ressortissants du pays, eux, ils doivent pouvoir rentrer chez eux. Est-ce qu'ils doivent à chaque fois repasser par la douane? Est-ce que la protection magique reconnaît que tu es ta nationalité? Ouais. Ça paraît très fou quand même. Mais par contre, on peut imaginer qu'il y a des porte-loin internationaux. Que, je sais pas, tous les lundis à 12h, il y a un porte-loin pour New York. À 14h, il y en a un pour Hong Kong.
C'est Ouais, non, mais je pense, enfin, ils ont des moyens de contrôler les moyens de transport à longue distance. Hein. Enfin, le réseau de cheminettes, il est contrôlé par le ministère. Les portes au loin, c'est assez facile aussi à contrôler et à détourner. Mais voilà. Mais bon, ça c'est comme même dans le monde magique, enfin dans le monde moldu, je veux dire, les moyens de transport, voilà, il y a toujours des pirates, mais c'est vrai que ça pose, c'est vrai, cette question de après du respect de la vie privée aussi, ça veut dire qu'à chaque fois que t'es déplacement, on te piste. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce flou dans le monde magique toujours, hein, sur la règle, qu'est-ce qu'ils acceptent comme contrôle ou pas. C'est assez Mais, mouvant. et puis, même sur la question de frontières, il y a vraiment cette question de est-ce que c'est important pour eux tout court, en fait, parce que, enfin, Newt, quand on le voit arriver à New York, il passe par les douanes moldues, puisqu'il montre sa valise version moldue, donc ce qu'il aurait pas besoin de faire s'il passait par des douanes sorcières. Mais du coup, est-ce que vraiment ils ont quelque chose à faire que un sorcier anglais débarque en Norvège? Par exemple, quand Hagrid il part en mission chez voir les géants en Europe de l'Est, bon, il passe en France. Il est avec Madame Maxime, mais il y a absolument pas de notion de, justement, il y a cette notion d'espace, de déplacement, mais il y a aucune notion de frontière. Bah, on a quand même du coup dans les Animaux Fantastiques, dans le deuxième, Newt qui est interdit de voyages internationaux. C'est une sanction. Oui. Donc c'est une sanction. Si on lui dit t'as pas le droit de voyager, c'est que qu'il est obligé du coup d'aller voir le passeur le passeur un peu louche pour et lui filer des sous pour passer. C'est que voilà, il y a quand même c'est vrai, un moyen. J'avais oublié cet exemple. Mais donc ça veut dire que s'il y a un État qui est un État sorcier qui est une dictature, il peut bloquer ses habitants et les empêcher de sortir. Ouais, comme on a des États moldus qui font ça. Mais comme des États moldus, en fait, ils feraient exactement la même chose. Ouais. Mais après, je pense qu'en termes de contrôle, à nouveau, comme la population sorcière, elle est super petite, ça facilite énormément le contrôle des flux de population, parce que t'as pas tous les jours 200 000 sorciers qui veulent partir, à mon avis. Enfin, si t'as 200 000 sorciers dans le monde, c'est un maximum, quoi, donc quasiment. Donc forcément, ça facilite la gestion des flux humains, parce que t'as pas des millions de gens à gérer. En fait, disparaître quand t'es sorcier, pour disparaître du monde magique, c'est quasiment, enfin, c'est beaucoup plus difficile parce que t'es jamais, ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que du coup, un sorcier dans le monde magique est jamais anonyme. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais c'est lié au secret magique. C'est que, à partir du moment où ils ont décidé que toute la communauté magique devait être cachée et respecter le secret, ça ne marche que si tout le monde joue le jeu. Mais donc du coup, tous les États du monde, ce serait assez dingue quand même que tous les États du monde s'y tiennent. Techniquement c'est le cas du coup. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on se lance là-dessus? Justement, ou est-ce que je pense que c'est une bonne transition, parce que je pense que l'idée de frontière, elle est elle est vraiment liée à intrinsèquement ça. Liée, parce que du coup, si il y a donc cette fameuse Confédération internationale des sorciers qui a décidé, voilà, tu as la date, j'oubliais. 1692. Voilà, qui décide que on instaure le secret magique et on le fait respecter. C'est quelque chose qui ne peut être actif que si absolument tout le monde le respecte. Donc ça veut dire que cette Confédération internationale des sorciers, alors est-ce que absolument toutes les nations sorcières sont représentées là-dedans? On n'est pas sûr. Mais en tout cas, même s'il y en a qui sont pas représentées là-dedans, pour que le secret magique tienne, il faut asservir absolument le monde entier à ce secret. Et dans ce cas-là, les frontières, elles sont même plus importantes. La seule frontière qui compte, c'est la frontière entre le monde magique et le monde non magique, en fait, finalement. Oui. Donc et du coup, ça veut dire qu'il y a une gouvernance internationale et une coopération
sous cette gouvernance internationale qui est hyper forte. Enfin, ça n'a Bah oui, rien à voir avec l'ONU. C'est la Confédération internationale des mages et sorciers, et c'est spoiler pour les Animaux Fantastiques 3, l'élection qu'on verra dans le film. Ouais. Donc oui, c'est cette confédération internationale et qui est là et donc effectivement c'est le poste le plus puissant que tu puisses avoir, être président de cette confédération. Enfin Alors après, je sais pas si je pense que le président, effectivement, il a une importance énorme dans la politique qu'il va mener. Mais par exemple, on sait que Dumbledore a été à la tête. Alors qu'il était déjà directeur de Poudlard. Alors là, moi, je me demande le cumul des mandats. Et du Magène Mago. Et du Magène Mago. Comment tu peux tout faire dans le monde sorcier. Comment tu peux tout faire? Il va falloir m'expliquer. Avec un retourneur de temps. C'est vrai. Et après, oui, j'aurais un truc à rajouter sur cette confédération des sorciers. Bah vas-y du coup. Bah, c'est là que Alix, je te rejoins, c'est que cette idée que la confédération des sorciers ne peut exister que si vraiment les États en fait n'ont pas vraiment de patriotisme propre, et donc les frontières entre pays n'ont pas vraiment d'importance, parce que chez les Moldus, dans le monde, aucune loi, les États sont souverains, c'est le principe. Les États sont toujours souverains, et finalement s'ils choisissent de pas respecter les règles internationales, il va rien se passer. Tant qu'ils n'ont pas signé les traités, et même s'ils les respectent pas tant que ça, c'est pas très grave, ils auront au pire des sanctions économiques. Donc, là, on n'a pas vraiment une souveraineté des États. Puisque les États sorciers acceptent tout à fait qu'il y ait quelqu'un qui soit à leur tête. Ouais. Je sais pas si je suis très claire. Ouais, non, mais par exemple, c'est vrai qu'on a l'exemple qui était un contenu supplémentaire sur Pottermore pour le premier Animaux Fantastiques, avec la fuite qu'il y a eu avec la grosse bourre d'Orcus 12 Trees, qui a du coup fait une brèche dans le secret magique aux États-Unis, et où du coup c'est la Confédération internationale des sorciers qui leur est tombée dessus aux États-Unis en leur disant non, là ça va pas du tout, et du coup qui a mis un peu la pression, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut lire un peu entre les lignes de la manière dont c'est présenté, qui a mis la pression sur le gouvernement américain pour mettre en place la loi Rappaport, qui du coup qui fait que aux États-Unis c'est la séparation entre la ségrégation même entre les sorciers et les moldus et les non-mages est encore plus forte qu'ailleurs, parce que c'est un peu un retour de bâton comme une sanction presque de la communauté internationale sur le fait que le gouvernement américain a laissé une bourde pareille arriver, quoi. Donc c'est... Mais j'ai une question. La Confédération, elle gère uniquement le secret magique, ou elle gère aussi Non, elle gère plein de choses. Hein. Elle a un département sur les sports, la fédération internationale, un peu un équivalent du communauté olympique, quoi, parce que c'est eux qui organisent la Coupe du Monde. Ils ont une commission de Quidditch, tu vois, c'est ça. Il y a aussi et ils ont plein de sous-trucs. Enfin, à chaque fois qu'il y a de la coopération internationale, on a l'impression que c'est chapeauté par la Confédération internationale. Mais c'est vrai que c'est un peu... Si, il y a juste un truc, on sait pas trop si c'est lié ou pas. Il y a un bureau Ouais, vas-y. C'est la police internationale, qui est juste mentionnée dans un journal, dans le premier Animaux Fantastiques. Mais on sait pas, du coup, s'ils marchent... s'ils sont indépendants, je sais pas, comme Interpol... Interpol n'est pas une police. Interpol, c'est juste un bureau d'information, en fait. Interpol donne juste des informations aux polices locales. Après, oui, c'est à peu près ça, parce que là, c'est faire circuler les avis de recherche, des trucs comme ça, donc ça a l'air d'être à peu près les renseignements, quoi. Ouais. Après, il y avait, sur le texte de Pottermore, il y avait aussi l'idée qu'il y avait un bureau de l'éducation, donc qui permettait aussi justement de superviser les écoles. Donc, qui rejoint un peu ce qu'on disait avant. Ah oui, une école, une école peut être avoir un label Confédération internationale des sorciers ou pas, quoi. Mais c'est à se demander où est-ce qu'ils trouvent tout ce budget, hein. Si on a aussi peu de sorciers, comment ils peuvent avoir un budget équivalent à celui du comité des JO ou de l'économie magique. La fédération de football, là, qui te fait... et en plus, au final, ce que je trouve assez dingue, c'est à quel point
comme tu dis, il y a finalement pas beaucoup de souveraineté dans le sens où il y a cette loi qui est au-dessus de tout, et en même temps, il y a un protectionnisme qui est hyper fort, une protection totale de tout secret, et du coup, est-ce que justement c'est pas parce que en fait il y a un peu une paire de souveraineté qui a au niveau peut-être du gouvernement où il y a besoin de se raccrocher à un truc du coup vraiment ok, notre éducation c'est vraiment la nôtre quoi, et ça vous regarde pas, c'est pas votre truc et vous avez pas à mettre votre nez dedans. Voilà, c'est pas politique, c'est pas voilà. On respecte le code du secret, mais par contre, enfin voilà, mêlez-vous de vos fesses quoi. Non, mais je pense que, parce que quand tu vois à quel point il y a un comité d'éducation. Ouais. Oui, je suppose qu'ils coordonnent. Enfin, il y a peut-être. C'est surtout pour les nouvelles écoles qui s'ouvrent, je crois. Ça m'étonnerait que qu'ils aillent mettre leur nez dans Poudlard, Armstrong, Beauxbatons. C'est plutôt genre, imaginons, il y a une nouvelle école qui s'ouvre, je sais pas, en Suisse. Du coup, ils vont aller voir si la manière dont ils veulent faire fonctionner l'école respecte. À mon avis, là, pour le coup, c'est vraiment en lien avec le respect du secret magique, parce que je pense que c'est parce que l'école, comme je disais tout à l'heure, c'est une école magique, c'est chaud. Oui. Si on respecte pas, s'il y a une certaine distance avec les moldus, s'il n'y a pas des certaines précautions, voilà, le secret magique, il peut être être vite mis en péril par une école magique. Ouais. Et donc ils feraient pas les échanges, par exemple, des Erasmus ou des choses comme ça. Et c'est ça que je trouve qui est étrange, c'est que alors que t'as un truc qui est qui coordonne, du coup je viens de vérifier, mais donc oui en fait c'est quelqu'un qui veut faire savoir qu'il y a une école, et l'affaire approuvée dans la région doit envoyer un hibou à la Confédération internationale. Mais du coup, il y a pas du tout cette notion d'échange entre les écoles, d'Erasmus. Il y a cette mention de Bill Weasley qui avait son correspondant dans l'école brésilienne. On sait pas trop comment s'est mis en place cette correspondance. Il a jamais pu y aller. Il s'est retrouvé avec un chapeau qui lui a desséché les oreilles parce que son correspondant était frustré. Bon, ok. Surtout que ça n'a pas été gardé, puisqu'on... mais non, il y a eu un contresort, mais c'est, et voilà. Je veux dire, les correspondances n'ont pas été gardées, puisque non, a priori non. Charlie on n'a pas eu non plus. Ouais. On sait même pas si c'est un truc qui a été mis en place par Poudlard, tu vois. Est-ce que c'est Arthur Weasley qui avait un pote qui est venu au ministère, qui était tiens, machin, il a un enfant au Brésil qui cherche un correspondant. Est-ce que, on sait même pas si ça s'est fait par le biais de Poudlard. Après, en fait, peut-être pas du tout. Après, il y a une époque quand même où Poudlard est dirigé par le Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers. Je peux très bien imaginer qu'à une réunion de la Confédération internationale, Dumbledore tape la discute et va boire l'apéro avec un homologue brésilien, et puis il dit tiens, ça serait cool qu'on fasse un petit échange sur une promo entre nos deux écoles. Je pense que c'est des trucs qui peuvent se faire entre deux directeurs qui se rencontrent, qui disent ça serait cool, on fait ça, tu vois, sans que ça soit j'imagine ça dans le cadre de la Confédération internationale des sorciers, parce que du coup ça veut dire que on sait que Dumbledore est en contact avec plein de gens du monde entier depuis toujours, puisqu'on voit dans les Animaux Fantastiques que c'est déjà le cas avec son petit réseau, son petit pré-ordre du Phénix, mais du coup je pense que c'est plutôt, comme on disait, c'est tellement petit le monde magique en termes de personnes que c'est plutôt des choses qui peuvent se faire entre individus qui se rencontrent à une occasion, qui disent on met ça en place, sans que ce soit institutionnalisé. Mais j'imagine bien que ça peut se passer comme ça, mais en tout cas. Mais surtout qu'en plus les déplacements entre pays sont gratuits. Si ça passe par des portes loin. On sait pas si c'est gratuit les portes loin. C'est gratuit. Bon, en tout cas, c'est. En tout cas, c'est pas mentionné que c'est payant. Voilà, sauf celui du passeur, du passeur louche. C'est illégal. Mais bon, même s'il y a des frais de déplacement, je sais pas, mais en tout cas, tu te dis, mais
ça devrait coûter très peu cher, en fait. Les déplacements entre sorciers devraient être vraiment accessibles. Ils devraient, en fait, avoir un déplacement de personnes en continu. Les gens pourraient s'installer où ils veulent dans le monde. Sauf qu'il faut respecter le secret magique. Oui, mais si c'est entre sorciers, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai qu'entre communautés sorcières, il pourrait y avoir des mouvements plus évidents que ce que nous on connaît, ça c'est clair. Non, mais est-ce que justement, enfin, le fait d'être, parce que même s'ils ont cette possibilité de se déplacer, mais que bon, ça reste très encadré avec par le code du secret magique, mais qu'en plus il y a toujours un peu cette crainte parce que, enfin, bon, c'est aussi peut-être un autre problème, mais quand on voit les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald, quand on est dans le Paris magique, enfin, bon, après j'ai toujours cette sensation qu'on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on est dans la partie magique du monde, la partie moldue ou quoi, où il y a quand même beaucoup d'endroits où et même enfin en Grande-Bretagne, finalement il y a très peu d'endroits 100% sorciers. Voilà, il y a Préolard, il y a le chemin de traverse, il y a Poudlard. Mais bon, enfin voilà, il y a des institutions, c'est logique, dans le ministère, etc. Mais je veux dire, enfin vraiment des lieux, des villes, il y en a très peu, et donc il y a un peu peut-être toujours aussi ce risque de on sait pas trop comment ils sont les moldus à côté de chez nous, et on n'a pas trop envie de risquer d'être persécuté en fait. Et donc il y a peut-être aussi un mécanisme de peur qui se met en place de j'ai pas envie d'aller enfin voilà, toute ma famille elle est là depuis très longtemps, les moldus dans le village d'à côté ils nous laissent tranquilles, j'ai pas forcément envie d'aller risquer cet équilibre en déménageant dans le pays voisin parce que je sais pas comment ces relations évolueront. Surtout si on parle pas la langue en plus du moldu local. Voilà, non mais je veux dire, pour des Britanniques où l'anglais est parlé dans plein de pays où la question se poserait moins, il y a quand même, je pense, ce truc là quoi de enfin voilà, je suis en disant voilà, je suis héritier d'un groupe, d'une population qui a été persécutée. Est-ce que, enfin, je suis bien là où je suis. Est-ce que j'ai envie de prendre des risques? Enfin, voilà, c'est une question, j'en sais rien, mais je pense que ça rentre en ligne de compte. On a Charlie Weasley quand même qui s'installe, qui reste en Roumanie en fait. Oui. Après ses études, il s'installe et il rentre pas en fait. Vraiment, lui pour le coup, c'est vraiment un expat en fait. Oui, il émigre en Roumanie. Bon, du coup, il travaille dans une réserve de dragons, donc on suppose un endroit quand même assez bien protégé des moldus. Enfin, j'espère pour lui. Non, les moldus roumains sont vraiment très chill avec les dragons. Il y a pas... ça va. Mais ouais, donc ça veut dire il vit avec des sorciers roumains. Il y a peut-être une communauté un peu internationale, scientifique internationale, mais. Et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de ce côté un peu, aussi bon les dragons c'est un peu dangereux, c'est un peu craignos pour le code secret international, donc on va tous les envoyer en Roumanie et ça sera le problème des Roumains, et qui est un peu du coup enfin le mine de rien la traduction de certaines dynamiques du monde moldu. Ouais, non mais oui, c'est vrai, il y a ce côté un peu nous, on n'a pas envie de s'emmerder avec ça, donc on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre. C'est pas sympa quand même. Bon, ok, la Roumanie c'est pas minuscule, mais ils auraient pu les mettre en Russie ou en Chine, quoi. Il y a la place. Mais surtout, pourquoi, enfin, je veux dire, t'as tes dragons chez toi, démerde-toi avec tes dragons, les refile pas à quelqu'un d'autre. Après, et en même temps, ça m'étonne pas tant que ça des Occidentaux, je me dis, on fait ça un petit peu... c'est un reflet de choses qui, comme tu dis, de dynamique qui existe. Mais du coup, alors c'est un peu justement peut-être à la fois pour continuer dans cette idée de transition avec les conflits. Comment ça se passe. Voilà, on a parlé pas mal des animaux fantastiques, mais voilà et du secret magique. Tout le deal, tout le cœur de Grindelwald, c'est de briser ce secret magique. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte à quel point à la fois c'est quelque chose de fondamental dans la société magique et aussi d'hyper oppressif. Mine de rien, quand tout ce qu'on a détaillé, comme tu dis, c'est une perte de souveraineté pour
pour les États. C'est il y a des choses qui sont c'est un système, ça impose un système totalitaire comme ce qu'on voit un petit peu avec la loi Rapaport, des trucs très violents dans la manière de cliver la société. Et donc du coup, ça va être intéressant de voir comment Grindelwald y joue sur ces peut-être frustrations du monde magique pour les tourner à son avantage et du coup jouer sur cette géopolitique de complètement rebattre les cartes en brisant ce principe de base, quoi. Alors, sous couvert de beaux discours, mais du coup, avec l'idée quand même d'asservir les moldus, hein, faut pas l'oublier. Mais lui, il va certainement l'emballer en jouant sur ces problématiques antidémocratiques qu'impose le secret magique, quoi. Pour le coup, ceux qui pourraient rallier le plus, c'est les sans-mêlés, ceux qui ont un parent de chaque côté et qui voudraient un petit peu réunir tout ça. Pour le coup. Et il pourrait jouer là-dessus, il pourrait ramener effectivement les sans-mêlés de son côté, en cachant que c'est pas, voilà, il veut absolument pas asservir les moldus, hein, bien sûr. Mais il veut permettre à la communauté magique de vivre au grand jour, quoi. Et donc de rassembler les peuples. C'est un élément sur lequel c'est vraiment présenté de manière anecdotique dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais on a à nouveau cette mention de Ali Bashir, qui est un sorcier étranger qui voudrait faire venir des tapis volants en Grande-Bretagne, et c'est Percy Weasley qu'on discute avec Croupton et Arthur Weasley aussi, et ils disent en fait non, c'est pas possible parce que les tapis volants, il y a un embargo dessus, parce que aussi par rapport au code du secret magique, c'est pas conforme, c'est pas ça correspond pas à ce qui est autorisé au niveau des les objets ensorcelés, etc. Et donc il y a aussi peut-être alors on sait pas du coup de quel pays exactement il vient et si ce pays est signataire du code du secret magique. Mais il y a peut-être aussi un peu du coup ce côté-là, si je sais pas, dans certains pays il y avait des traditions très fortes qui étaient ancrées avant le code secret magique et qui ont dû être abandonnées, et donc qui ont envie en fait de refaire vivre ces traditions, ou pour un aspect plus commercial, des personnes qui ont développé des choses et qui se disent en fait moi j'aimerais bien pouvoir vendre mes tapis volants parce que c'est une tradition familiale, et en fait je peux voler de mon salon à ma chambre et c'est pas très optimal. C'est peut-être que on sait pas du coup si dans son pays, je suppose que oui, que c'est autorisé, mais après ça doit pas être l'interdiction doit pas dater du code du secret magique, puisque la famille de Croupton dit que ils l'utilisaient à l'époque, ses grands-parents en avaient, donc ses grands-parents a priori dataient pas avant 1692. Mais donc il y aurait un peu une équivalent de l'OMC en fait, de l'Organisation mondiale du commerce pour les sorciers. Ouais. Oui, c'est bon, même si on pourrait se dire qu'ils peuvent trouver un moyen de faire de la magie pour faire disparaître les tapis volants aux yeux des moldus. Oui, de la même manière qu'il y a un bouton d'invisibilité sur la Ford Anglia que Arthur a trafiqué, il pourrait y avoir un truc d'invisibilité sur les tapis volants. Pour ceux qui circulent en balai, mais ça veut dire quand même qu'il y a une volonté quand même de faire circuler les marchandises à travers le monde, qui est un peu un début de mondialisation, ou une tentative de mondialisation. Oui. Et puis peut-être aussi de protectionnisme économique, dans le sens où le balai, comme tu disais, il est pas invisible non plus, et pourtant il est autorisé, et donc une volonté de protéger je sais pas si le Royaume-Uni ils ont leurs usines de fabrication des balais, ils ont pas spécialement envie d'avoir la concurrence des tapis volants qui débarquent, quoi. Et donc c'est un peu une excuse facile à utiliser pour dire non, les tapis volants c'est pas très bon pour le code du secret magique, donc il a bon dos, le code du secret magique. J'avais lu dans la fanfiction d'Alix, c'était comment elle s'appelle, Cathy Bell, oui, qui travaille dans une usine dans un atelier. Comment elle s'appelle, c'est celle qui est en 4 tomes sur les 19 ans plus tard. sur les 19 ans plus tard. C'était comment elle s'appelle, c'est celle qui est en 4 tomes sur les 19 ans plus tard. C'était comment elle s'appelle, c'est celle qui est en 4 tomes sur les 19 ans plus tard. C'était comment elle s'appelle, c'est celle qui est en 4 tomes sur les 19 ans plus tard.
Oui, c'est Alix, oui, c'est ça. Et oui, on dit que c'est toute une économie qui est basée sur l'artisanat, en fait, et non pas sur... Et donc, forcément, c'est une économie qui est très fragile. Dès qu'ils ouvrent les frontières, bah, ça va faire créer une concurrence, en fait, entre les deux pays, et l'économie, elle pourrait s'effondrer. Ce qui est vrai, en fait, parce qu'après, forcément, ça créera une délocalisation. C'est ce qui s'est passé avec nous. La délocalisation dans les pays... du tiers-monde, ça a ébranlé complètement l'économie et ça l'a redessinée. Et là, c'est aussi ce qui pourrait se passer. Et d'un autre côté, si on a un petit village de je sais pas quel pays qui fait des tapis persans et qui va pas les vendre juste à 30 personnes, il voudrait un peu les vendre à l'international... Il a besoin de cette autorisation. Le bureau, c'est le bureau d'enregistrement des objets à ensorcellement prohibés, qui est un truc qui est un peu géré aussi par Arthur Weasley, qui interdit les. Mais donc, enfin voilà, on se dit pourquoi interdire l'un et pas l'autre, enfin pourquoi interdire le tapis. Donc il y a vraiment, je pense, ce côté un peu protectionnisme économique. Mais et protection de l'État, enfin ce serait la même chose avec les armes, les produits dangereux. Non, mais c'est vrai que ça ouvre plein d'aspects du fonctionnement, tout simplement de l'économie, mais au sens large, quoi. Mais du coup, je voulais quand même qu'on finisse sur un sujet qu'on a touché un peu, et notamment la question des conflits internationaux, alors entre moldus ou entre sorciers, ou les deux, et l'implication des grands conflits internationaux. Et puis du coup, on l'a évoqué au début quand on parlait du bloc de l'Est, mais est-ce que les sorciers suivent toujours la redéfinition des frontières des conflits moldus? On a l'impression que oui, enfin en tout cas dans les années 90, on a l'impression que les moldus qui se définissent d'une certaine les sorciers qui se définissent d'une certaine nation, ça correspond à peu près aux nations moldus. On n'a pas d'exemple, de contre-exemple en tout cas. Et donc c'est vrai qu'on se pose la question. On a du coup l'évocation dans les Animaux Fantastiques des guerres mondiales, enfin en tout cas de la première. Et puis dans Pottermore, c'est évoqué que il y avait eu un peu un débat sur dans la communauté magique britannique, est-ce qu'on s'engage dans le conflit mondial des moldus ou est-ce que c'est pas notre problème? Et puis au final, on sait que il y a des sorciers qui se sont impliqués, notamment Officius puisqu'il a un titre de héros de guerre, et puis Norbert aussi puisqu'il était sur le front est avec les dragons. Mais du coup ça pose un peu cette question, est-ce que quand il y a une guerre qui se déclare, est-ce que les sorciers vont se battre aux côtés de leur nation moldue? C'est un peu plein de questions, quoi. On se demande. Ils font jamais référence dans Harry Potter, c'est ça qui est bizarre, à la famille royale en fait. On sait pas du tout s'ils se considèrent comme citoyens de la couronne ou pas. C'est vrai quand même, ils dépendent d'un ministère qui répond en gros guillemets au premier ministre moldu. Et ce qui même ils savent qu'ils ont une reine en fait. Qui répond, j'irais pas dire que, enfin, qu'ils répondent pas, ils communiquent, parce que du coup, enfin, le premier ministre, enfin, non, il a aucune. Voilà, il y a un ministre, t'as le ministre de la magie qui est un peu l'équivalent du premier ministre moldu, mais enfin, clairement, il se considère pas comme subordonné. Il est pas subordonné, mais il va quand même pas lui rendre des comptes, mais tu vois, genre en gros, encore une fois, quand le secret magique est menacé, il va quand même le voir. Il va lui dire. Oui, il va le voir, mais il vient plus le voir à titre informatif et puis dans un côté, on a besoin de collaborer là-dessus. Typiquement quand quand Sirius Black s'évade d'Azkaban et qu'il est perçu comme un criminel. Il y a, on a besoin que vous diffusiez un avis de recherche, et voilà. Mais il y a pas de, enfin, en plus, le fait que, mine de rien, les sorciers puissent, enfin, notamment le premier ministre, le ministre de la magie, puisse très facilement se rendre chez le premier ministre moldu, mais que le premier ministre moldu lui-même n'ait pas moyen de contacter à sa convenance il y a le tableau, le ministre de la magie. D'une certaine manière, c'est un peu, tu te démerdes, tu peux pas me donner d'ordre parce que t'as pas moyen de me contacter.
donc ça crée quand même une dynamique assez particulière entre les deux. Non, mais c'est et pour moi justement le ministre Moldu est là pour bon, tu peux m'aider, je suis censée tiens, en fait on fait venir des dragons et un sphinx, bisous. Mais je te demande pas ton avis, je te préviens parce que les petites lignes en bas du contrat disent qu'il faut que je te prévienne, mais ça s'arrête là. Ouais, non mais c'est vrai que c'est assez symptomatique clairement du sentiment de supériorité des sorciers vis-à-vis des moldus, hein. Ça c'est évident, mais et puis l'idée qu'ils ont pas de toute façon les mêmes problèmes, qu'ils parlent pas des mêmes choses. Mais justement, du coup, ce serait vraiment intéressant de mais voir du coup, ce qui se passe pendant notamment les guerres mondiales en l'occurrence, mais dans d'autres conflits, enfin quand on parlait de l'URSS, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans la communauté magique, et puis on imagine aussi que à l'intérieur de la communauté magique, si les définitions de leur communauté suivent ce qui se passe du côté des moldus, ils doivent avoir leur avis sur la question, même s'ils vivent séparés d'eux. Il y en a peut-être des qui trouvent le système soviétique qui l'ont trouvé bien et d'autres qui le trouvent pas bien, et ils sont pas tous d'accord, je pense. Et on sait pas si par exemple les sorciers coréens, il y a aussi une Corée du Nord version sorcier, ou si les deux Corées sont réunies chez les sorciers par exemple. Ça c'est une vachement bonne question, hein. On sait pas comment les sorciers, idem avec les sorciers allemands pendant toute la période du mur de Berlin, ça se trouve les sorciers ils pouvaient passer de l'un à l'autre, de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest, ça leur posait absolument pas de problème. Mais du coup ça serait génial comme chose à explorer, de voir la Corée ou l'Allemagne du point de vue sorcier. Et du coup, parce que si eux, ils décident non, on reste une Allemagne, on reste une Corée, et que du coup les sorciers se déplacent comme ils veulent, ils vivent quand même dans un monde, ils sont pas complètement indépendants des moldus, donc du coup ne serait-ce que quand ils sont dehors, quoi, ils voient ce qui se passe, quoi. Donc c'est Après, comme vous êtes tout à l'heure, je pense que comme il y a vraiment ce côté de à part vraiment dans une notion de menace internationale ou en tout cas même nationale, vraiment au sein même d'une nation, Voldemort qui veut tuer tous les moldus, pas tuer tous les moldus, mais il y a une volonté d'asservissement, etc., et de remise à leur place. Je pense que il y a vraiment cette notion de est-ce que les sorciers se reconnaissent dans les revendications des moldus, et il y a peut-être des conflits, et clairement certaines guerres mondiales où ils s'y reconnaissent, mais est-ce que dans tous les conflits qui ont pu avoir lieu, est-ce que ils partagent des avis, ou est-ce que en fait leur société est tellement décorrélée de ces préoccupations que du coup ils vont peut-être venir en aide aux moldus, à leurs compatriotes moldus, mais ils iront pas forcément ils ont pas forcément de grief vis-à-vis des sorciers du pays ennemi, entre guillemets. Après, je crois, Rebecca, t'avais un point hyper intéressant à pointer, je pense que c'est lié aussi à ça. On a quand même une grande partie de la population magique qui a des ascendances moldus, et du coup, quand ils intègrent le monde magique, il y a quand même tous les nés moldus et les sans mêlés qui ont quand même alors ici c'est toute la question de est-ce qu'à partir du moment où tu rentres dans la communauté sorcière, tu abandonnes complètement toutes tes ascendances moldues, mais tu peux pas abandonner complètement c'est vraiment ce que tu disais dans ton texte, tu peux pas abandonner la manière dont t'as été élevé dans les premières années de ta vie, ton bagage culturel, tes ascendances, tes proches, ta famille aussi, ta famille, vraiment. Ouais, et donc du familles, coup, on peut imaginer que là, pour le coup, dans des moments de guerre, des moments de conflit, il doit y avoir une grande différence entre des sorciers qui, du coup, ont ces attaches moldues et qui familiales, etc., et qui peuvent pas, et qui veulent s'engager pour des raisons vraiment personnelles, quoi. Donc, il y a peut-être eu des sorciers juifs qui ont voulu se battre contre les nazis parce qu'ils estimaient que c'était normal de défendre des valeurs et leur pays. Et puis, faut pas oublier que Londres a quand même été bombardée en 40
de façon quand même pendant des semaines. Enfin, les sorciers ont dû s'en apercevoir. Ah oui, oui, vraiment. sûr. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont appliqués. Peut-être que c'est à ce moment-là où ils sont. C'est là où je pense, de toute façon, là, les animaux fantastiques, ça va être intéressant parce que là, je pense que la Seconde Guerre mondiale, c'est encore particulier parce qu'il y a 2 conflits en parallèle, a priori. Alors, on va voir à quel point ils sont liés ou pas. Mais il y a le conflit moldu de la Seconde Guerre mondiale et il y a le conflit sorcier avec Grindelwald. Donc tout le monde est en guerre là, à ce moment-là. Ils sont tous voilà, donc je pense qu'il y a les deux qui vont se superposer parce que c'est pas un hasard que le duel avec Grindelwald et Dumbledore se passe en 45. Donc je pense que la Seconde Guerre mondiale, pour le coup, ça va être ça a dû être un bazar pour les 2 communautés, quoi. Mais t'as raison que je pense que les sorciers ont dû être touchés. Mais c'est pour ça aussi, hein, moi, ça m'intéresserait vraiment qu'ils explorent justement, est-ce que Grindelwald, tout en ayant un discours qui a des accents fascistes, clairement, est-ce qu'il va pas utiliser justement la menace du nazisme pour rallier des sorciers à sa cause, quoi. Mais... Bah, il l'utilise, oui, c'est déjà ce qu'il fait, il l'utilise clairement, oui. puisque dans le cimetière au Père Lachaise, on voit qu'il montre des images un peu du futur ça. avec Hiroshima d'ailleurs. Ouais, donc c'est ça, il n'utilise pas le nazisme, il utilise la guerre moldue, quoi, et les outils de la guerre moldue. C'est genre, vous voyez ce qu'ils vont faire, mais du coup, la terre. ouais. Ce que tu dis sur, enfin voilà, là il y a vraiment donc 2 conflits effectivement qui se superposent, mais après, enfin voilà, bon, là en l'occurrence, ils arrivent en même temps, mais ça veut pas dire que, enfin, ils pourraient être complètement, arriver de manière complètement différente, et il pourrait y avoir aussi des moments où le monde moldu est en paix, mais où il y a des conflits sorciers, et quelque part on sait qu'il y en a eu, alors pas forcément, entre sorciers, mais des conflits entre sorciers et créatures magiques, et ça c'est un truc dont on n'a pas trop parlé, mais on sait que, il y a eu les guerres des géants, il y a eu les révoltes de gobelins dans lesquelles les sorciers se sont impliqués, etc. Et alors là on s'éloigne un peu de la notion de frontière, mais il y a quand même aussi du coup ces conflits qui sont là, et justement on sait pas trop dans quelle mesure, parce que comme Harry n'est pas très attentif aux cours d'histoire de la magie, on connaît pas trop le contenu de ses cours, mais il y a quand même ces notions qu'il y a des conflits avec des populations d'êtres magiques au sein du monde magique, mais on sait pas forcément si c'est spécifique à la Grande-Bretagne. Enfin, en tout cas, si les conflits dont il est question sont des conflits qui ont uniquement lieu en Grande-Bretagne, si c'est des conflits qui étaient à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, s'il y a eu des conflits similaires ailleurs, mais du coup il y a quand même aussi cette notion de je pense il y a une échelle différente, on va dire. Gobelins de tous les pays, unissez-vous. Ouais, c'est ça. Non, mais après on a quand même l'exemple de Voldemort, c'est quand même une période de guerre civile pour le monde des sorciers britanniques. Oui. À l'époque où les Moldus, il y a des conflits sociaux, mais il y a pas de guerre civile, on peut pas aller jusque là, quoi. Donc non. Donc ouais, non, ça c'est un exemple, c'est l'exemple premier qu'on a dans Harry Potter, quoi. Il y a une guerre civile dans le monde magique et justement tu me dis le ministre de la magie, il essaye de cacher ça ou de rassurer le premier ministre moldu que oui, bon, ça chauffe un peu chez nous, mais vous en faites pas, on fait en sorte que les moldus s'en aperçoivent pas et soient pas trop touchés. Et est-ce que dans les pays où les régimes moldus persécutent les sorciers, vraiment interdisent la magie, je pense aux pays musulmans qui vraiment interdisent la magie, pourraient persécuter les sorciers. Est-ce que par exemple les sorciers, en Syrie ont droit à l'asile au Royaume-Uni? Ça, on n'a aucun exemple de la sorte, mais par contre c'est vrai que on a l'exemple des Obscurus. Et donc du coup, de l'exemple de Newt qui parle de la fillette au Soudan qui est c'est ça, Soudan, hein, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Alors il n'y a pas de contexte particulier culturel, on sait juste que voilà, mais il donne quand même un exemple que c'est un Obscurus récent, alors que du point de vue des Américains, ils disent non mais les Obscurus ça n'existe pas, etc. Enfin ça n'existe plus. Et on a dépassé ça, mais du coup il donne quand même un exemple assez
culturellement marqué de dire voilà si ça existe au Soudan quoi. Donc c'est après est-ce que enfin je veux dire ça existe pas mais est-ce que vraiment enfin il y a pas eu de ça a pas été est-ce que c'est justement un truc qui a été un peu caché dont on n'a pas parlé et voilà et donc Ariana, finalement c'est un peu le hasard qu'a fait confirmation mais c'est pas besoin d'aller jusqu'au Soudan pour voilà c'est ça c'est mais effectivement qu'on est bon voilà on a évidemment croyance mais si après on a la confirmation d'Ariana c'est sûr que ça va remettre les choses en perspective mais effectivement on peut du coup imaginer qu'il y a certaines régions du monde où il y a plus d'obscurus que dans d'autres hein, c'est possible. Mais du coup ça doit leur poser d'autres types de soucis niveau le secret magique. C'est sûr. C'est vrai qu'on sait pas forcément non plus enfin dans quel voilà s'il y a vraiment justement des pays où c'est encore enfin dans le monde magique où il y a encore spécifiquement des où je pense que le code du secret magique est plus difficilement applicable aussi pour certaines raisons possible, et donc et donc il y a encore des persécutions ou ça peut être pour des questions de religion tout simplement les pays l'islam en fait les pays très musulmans interdisent la magie donc on sait pas comment ils gèrent leurs compatriotes sorciers. Mais pas que, hein, c'est vrai qu'il y a enfin, dans plein de pays où du coup il y a n'importe quelle religion qui est très présente, voilà. Et puis il y a d'autres pays où c'est même pas lié à la religion, c'est plus lié à le rapport à la sorcellerie est pas du tout le même en fonction des pays et c'est indépendamment de la religion. Voilà, on va utiliser la sorcellerie comme prétexte de persécution. Mais c'est pas une raison religieuse, c'est plutôt parce que la sorcellerie est un outil voilà, un outil c'est un inconnu qui fait peur quoi. Enfin c'est une chasse aux sorcières au sens très large. C'est ce truc qu'on maîtrise pas et puis dès qu'il se passe un truc et bah voilà, on utilise la sorcellerie comme prétexte pour accuser son voisin mais c'est pas forcément des raisons religieuses derrière mais ouais, non, c'est sûr que on s'éloigne encore un peu du sujet, mais ça pose cette question on parlait tout à l'heure du secret magique comme règle absolue partout, mais en fait, encore une fois, je pense que c'est un point de vue peut-être un peu occidentaux-centré, entre guillemets, qui, voilà, peut-être que effectivement le monde magique a ces mêmes biais-là aussi, et la communauté et la Confédération internationale des sorciers a peut-être ce biais-là aussi, et a du coup il y a une partie du monde magique qui est beaucoup moins soumis, dans tous les sens du terme, à ce contrôle qu'on a l'impression absolue du secret magique, quoi. Encore une fois, ça brouille les frontières. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y a des cultures moldues qui accepteraient la magie, en fait, parce qu'ils s'y croient eux-mêmes je pense aux cultures animistes, par exemple. Est-ce que pour eux, ils pourraient ne pas avoir de problème avec la magie Moi, j'imagine bien des petits villages. C'est comme il y a des villages où les gens ils vivent en autarcie un peu ou quoi, et au fait où t'as des sorciers qui vivent avec les moldus et ils cohabitent comme ça au milieu de nulle part et voilà un côté un peu hippie comme ça. Moi, au début, quand ils ont annoncé du coup que dans le prochain film Animaux Fantastiques on irait au Bhoutan, je me suis dit c'est quand même le bon niveau isolement, c'est pas mal, et pour avoir justement un espèce d'endroit où au final moldus et sorciers peut-être vivent ensemble, hein, ça pourrait sans que personne s'en inquiète au niveau international. Mais bon là du coup maintenant on a quand même il y a une mention de village sorcier au Bhoutan, mais bon au final peut-être que c'est un village sorcier où il y a des moldus qui vivent, hein, c'est pas, ça pourrait être l'inverse, tu sais, c'est plutôt qu'un village moldu où il y a des sorciers qui vivent, ça serait l'inverse, ce serait un village majoritairement sorcier, mais où les moldus peuvent venir s'installer quand même. Ça pourrait être drôle. Bon, de toute façon, je suis convaincue que les sorciers ont infiltré Hollywood et que c'est pour ça qu'on a des films avec autant de magie. Les vrais sorciers, ce sont ceux qui sont derrière les effets spéciaux. Oui, ou juste ils donnent les histoires, c'est eux qui écrivent les histoires. Bon, c'est une bonne théorie.
On va garder ça. Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup Rebecca, parce que voilà, tu nous as donné plein de pistes de discussion et on en a bien profité dans cet épisode pour aborder plein de sujets différents. Voilà, c'était peut-être un peu plus... on a plus picoré à droite à gauche au niveau des sujets que certains de nos épisodes, on est très focus sur quelque chose de très précis. Mais je trouve que c'était assez... Je sais pas ce que les auditeurs en penseront. N'hésitez pas à nous dire, mais moi j'ai vraiment bien apprécié comme format de discussion. Donc, Oui. donc merci beaucoup Rebecca. C'était un plaisir. Merci encore. Et puis bah écoute, on se donne rendez-vous après les secrets de Dumbledore pour débriefer les futures élections de la Confédération nationale des sorciers, n'est-ce pas? Ah, mais pourquoi pas. Bah voilà, un grand merci à toi, merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. On peut même pas vous annoncer le thème parce qu'on sait pas. C'est un secret. Mais de Dumbledore. Mais du coup, en attendant, bah, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, donc @aspic_GDS. Donc, la page Facebook, c'est l'Académie des Sorciers. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute que vous utilisez, si vous avez apprécié cet épisode. On est aussi très active avec Marjolaine sur le Discord de la Gazette du Sorcier, qui a un salon de discussion dédié à Aspic. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et à venir discuter des épisodes avec nous et nous faire vos retours, ça nous fait toujours très plaisir. Donc c'est le kiosque des sorciers. Merci à Salem pour les visuels, à Marjolaine pour le montage et à Rowena qui fait la transcription, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a maintenant des transcriptions des épisodes d'Aspic. Donc voilà, merci beaucoup à Rowena qui fait cet énorme travail. Il va avoir un gros travail. Oui. On a mis des petites blagues, donc ça va. À très bientôt pour un prochain épisode. Et chers auditeurs, n'oublie pas, Passe tes bus d'abord.